J'aimais l'eau. Depuis mon enfance, c'était mon lieu de paix, la rive d'un vieux lac dans la forêt où je passais presque toutes mes vacances d'été. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, je fais de la plongée. Pas seulement la plongée près de la plage, mais une véritable exploration des profondeurs. Là où il n'y a que l'obscurité et le silence, c'était ma façon d'échapper au bruit de la vie. Cette fois, j'ai décidé de tenter une plongée de nuit. Le lac Lakewood, situé à quelques heures de la ville, semblait parfait. Petit, entouré d'une forêt dense, il était réputé pour sa propreté et son silence. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais tout prévu dans les moindres détails. Un équipement moderne, une bouteille d'oxygène de rechange, des lampes de poche et quelques cordes pour m'orienter. La préparation a toujours fait partie du rituel. Lorsque je suis arrivé, le soleil s'était déjà couché et le lac était enveloppé d'un voile brumeux. L'obscurité se répandait lentement, glissant sur la surface de l'eau. Elle semblait absorber tous les sons, même le craquement des branches sous les pieds était étouffé. J'ai rapidement rassemblé mon matériel, vérifié chaque valve et chaque bouffée, tout était parfait. Un peu nerveux, je suis descendu sur la rive. Sous la faible lumière de ma lampe de poche, l'eau scintillait comme du verre noir. En plongeant, j'ai senti une pression familière sur ma poitrine. Les profondeurs vous accueillent toujours ainsi, avec une étreinte légère et anxieuse. J'ai éteint la lanterne pour profiter de l'obscurité. Il n'y avait que le silence autour de moi. Pas de bruit, pas une seule personne. C'était parfait. À 10 mètres de profondeur, j'ai allumé la lampe de poche pour examiner le fond. Il était recouvert d'une couche d'algues mortes qui se balançaient comme si elles avaient une vie propre. Je pensais voir les restes d'une ancienne jetée ou d'un bateau coulé, mais rien d'intéressant n'apparaissait. Ma lampe de poche ne captait que des fragments de branches et de pierres dans l'obscurité. Quelque chose me semblait étrange. Le fond avait l'air mort. 20 minutes plus tard, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. En regardant le manomètre, je me suis rendu compte qu'il y avait moins d'oxygène que prévu. C'était insignifiant, mais suffisant pour gâcher mon humeur. J'ai dû me tromper dans mes calculs, me suis-je dit. C'était le premier signal d'alarme, mais j'ai décidé de l'ignorer. En m'enfonçant un peu plus, je suis tombé sur quelque chose qui ressemblait à un vieux filet de pêche. Il gisait en tas roulé au fond, comme les restes d'une pêche ratée. La lanterne éclairait les fils minces, lourds de boue. J'ai essayé de le contourner, mais ma nageoire s'est accrochée au bord. En tirant sur ma jambe, j'ai entendu quelque chose craquer. C'était un autre avertissement. Peu à peu, la lumière de ma lanterne a commencé à faiblir. J'ai essayé de changer la pile, mais cela a pris plus de temps que prévu. Pendant que je m'affairais, j'ai été enveloppé d'une véritable obscurité. Le silence est devenu tangible. Il m'oppressait, faisait battre mon cœur plus vite. Une pensée m'a traversé l'esprit. Et si je ne trouvais pas d'issue? Et s'il y avait un problème avec la corde qui marquait le chemin vers la surface? J'ai repoussé ces pensées, mais elles ont continué à me tarauder l'esprit. En rallumant la lumière, j'ai reculé prudemment. Ma corde était intacte, mais l'autre extrémité, qui devait me mener à la surface, était emmêlée dans le filet. Je m'arrête, essayant d'évaluer la situation. J'ai de plus en plus de mal à respirer, la pression sur ma poitrine augmente. L'oxygène fondait plus vite qu'il n'aurait dû. J'ai commencé à paniquer, mes mains tremblaient, tandis que j'essayais de dégager le câble du filet. Le temps s'écoulait, et chaque minute me faisait perdre de plus en plus d'air. Soudain, je me suis rendu compte que grimper sans corde pouvait être encore plus dangereux. La panique m'a presque envahi. Il n'y avait qu'une seule solution, sortir de ce piège. J'ai commencé à couper le filet avec un couteau, mais il était plus solide qu'il n'y paraissait. L'eau autour de moi tourbillonnait pendant que je m'affairais, essayant de faire face à la tâche. Tout mon corps était raide de tension. Je sentais que l'oxygène dans ma bouteille s'épuisait. À un moment donné, j'ai finalement relâché le câble et j'ai commencé à flotter. Mais ce n'était pas une victoire. La pression de la remontée brutale m'a fait tomber. Tout me faisait mal. Ma tête battait, mes poumons brûlaient et le sang se précipitait dans mes oreilles. Je savais que la montée était trop rapide, mais il n'y avait pas d'autre choix. La surface semblait hors de portée. Lorsque je suis enfin sorti de l'eau, je n'ai pas pu respirer tout de suite. J'ai été projeté en arrière par une vague de panique qui est restée en dessous. Ma tête bourdonnait et mon corps tremblait. Je savais que l'accident de décompression était un risque mortel, mais j'étais en vie. Cette pensée m'a permis de continuer à avancer. Allongé sur le rivage, j'ai regardé le ciel étoilé qui semblait maintenant froid et étranger. J'avais survécu, mais le lac Lakewood m'avait marqué à jamais. Mes amis et moi avons loué un radeau. C'était l'une de ces soirées d'été paresseuses où le soleil est suspendu à l'horizon et où tout ce que l'on veut, c'est la paix. James, comme toujours, était le principal initiateur. Prenons le radeau, buvons quelques verres et détendons-nous. L'idée semblait innocente. Nous passions souvent du temps sur la rivière et cet endroit semblait sûr. Rien de spécial. Juste une eau calme, des arbres touffus de part et d'autre de la rive et une profondeur qui absorbait tous les bruits. Il n'y avait rien de plus sur le radeau. Une table en plastique, quelques vieilles chaises et des rames attachées. Comme nous n'avions pas l'intention de voyager longtemps, nous avons attaché le radeau à un poteau en bois près de la rive et nous avons profité de la soirée. James a ouvert une bière, Elisa a souligné qu'elle avait du travail, mais elle est restée avec nous. Je ne me sentais pas anxieux. Tout était parfait. Bientôt,
nous avons été enveloppés d'un épais brouillard. C'est arrivé soudainement, comme si quelqu'un avait jeté une couverture blanche sur la rivière. James s'est contenté de faire un signe de la main. Cela se produit ici toutes les nuits. La rivière respire. Les mots semblaient poétiques, mais quelque chose dans le silence n'allait pas. J'ai décidé de rester plus longtemps sur le radeau, tandis qu'Elisa et James se dirigèrent vers la rive. Leurs silhouettes ont rapidement disparu dans la brume, me laissant seul. Je voulais profiter encore un peu de la paix, mais soudain, le radeau s'est mis à osciller. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une vague, mais l'eau autour de moi était aussi calme que du verre. En m'approchant du bord, j'ai senti que la corde qui attachait le radeau à la rive s'affaissait. En tirant dessus, j'ai découvert que le nœud s'était défait. Mon cœur battait plus fort. J'ai essayé de lancer la corde vers le rivage, mais il n'y avait aucune trace de la corde. Tous les repères familiers disparaissaient dans le brouillard noir. J'ai commencé à pagayer, mais l'eau était profonde et visqueuse, comme du caoutchouc. Il semblait que la rivière elle-même ne voulait pas me laisser partir. Mon téléphone était dans ma poche, mais il n'y avait pas de signal. La lampe de poche que j'avais trouvée dans une boîte sur le radeau était trop faible pour percer le brouillard. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Ce n'est que du brouillard. Tout va s'arranger. 1 heure ou 2 se sont écoulées. Le radeau dérivait lentement, presque imperceptiblement. De temps en temps, j'entendais le clapotis de l'eau, mais lorsque je pointais la lampe de poche dans cette direction, je ne voyais rien. Ce sentiment d'yeux invisibles me paraissait paranoïaque, mais il s'amplifiait. Lorsque j'ai essayé de pagayer à nouveau, l'eau est devenue soudainement plus sombre. Quelque chose apparaissait lentement sous la surface, un point qui s'étendait sous le radeau. On aurait dit que quelque chose d'énorme se trouvait là. Je me suis arrêté et j'ai pointé la lampe de poche vers le bas, mais la surface de l'eau n'a fait qu'absorber la lumière. Mon esprit s'est mis à dessiner des images de films d'horreur, mais ce n'était pas un film, c'était la réalité, et j'étais seul. Bientôt, des déchets ont commencé à se coller au radeau, des branches, des morceaux de bois et même des bouteilles en plastique. Quelque chose dérivait clairement derrière moi, quelque chose de gros. J'ai crié dans le vide, mais le son s'est perdu dans le brouillard. Il n'y avait pas de réponse. Le radeau s'est soudain mis à osciller et je suis tombé à genoux. En m'agrippant au bord, j'ai de nouveau entendu le clapotis de l'eau, mais cette fois-ci, il était plus fort. Il semblait que quelque chose de gros avait nagé sous le radeau. Mes mains tremblaient en s'agrippant à la lanterne. La corde s'est soudain tendue comme si quelque chose l'avait tirée. Le sentiment d'une menace invisible devenait insupportable. Je me suis précipité pour la vérifier, mais elle était déchirée. La panique m'a envahi. Je me retrouvais complètement seul au milieu de l'inconnu. Ma voix s'est brisée, mais il n'y avait personne pour m'entendre. J'ai décidé d'essayer de sauter dans l'eau et de nager jusqu'au rivage. C'était ma seule chance. Mais dès que j'ai mis les pieds dans l'eau, quelque chose a glissé à côté de moi. J'ai senti ce mouvement comme un souffle froid. Il y avait quelque chose sous la surface, quelque chose qui n'avait rien à faire ici. Le radeau commence à s'enfoncer lentement. L'eau roulait en vagues qui n'existait pas auparavant. Lorsqu'elle m'a atteint les genoux, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je me suis jeté à l'eau était glacée. J'ai nagé, guidé seulement par la faible lueur de la lune qui perçait le brouillard. Mon corps tremblait de peur. Chaque seconde me paraissait une éternité. Lorsque j'ai finalement atteint le rivage, je ne me suis plus intéressé à l'endroit où je me trouvais. L'essentiel était que je sois sur la terre ferme. En me retournant vers la rivière, j'ai vu le radeau disparaître dans le brouillard. L'eau est devenue calme et seule ma respiration lourde rompait le silence. Je ne suis plus jamais retourné à la rivière. Depuis, je sais qu'il y a dans l'eau des choses que nous ne devrions pas voir. Parfois, le brouillard ne cache pas seulement la rive, mais aussi des réponses qu'il vaut mieux ne pas raconter. Il est rare que l'on refuse une occasion de s'évader dans la nature, surtout lorsque le week-end se profile à l'horizon. C'est ce qui s'est passé pour moi. Un vieil ami m'a appelé dans la soirée pour me proposer de passer quelques jours au bord d'un lac isolé. « Sarah, tu aimes l'aventure, cet endroit va te surprendre », m'a-t-il assuré. J'ai accepté sans hésiter. Pour moi, le lac a toujours été associé à la tranquillité, à la possibilité d'échapper à l'agitation. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés sur le petit bateau que Ben avait loué. Le vieux bateau usé par le temps et dont la coque présente des rayures visibles ne semblait pas fiable. Mais Ben s'est contenté de faire un signe de la main. « Ne vous inquiétez pas, il vous servira bien. » Le lac, encadré par une forêt dense, semblait parfait. L'eau calme reflétait le ciel et il n'y avait pas âme qui vive. J'ai respiré l'air frais et je me suis dit que ce seraient des vacances inoubliables. Nous nous sommes enfoncés dans le lac. Au début, tout allait bien. Le soleil se levait lentement, jetant des reflets dorés sur l'eau et je me sentais tout à fait calme. Mais plus nous avancions, plus l'eau devenait sombre. Sa transparence a fait place à une couleur profonde, presque noire. C'est la profondeur, m'a expliqué Ben lorsque j'ai posé la question. Mais cela ne m'a pas rassuré. Quelque chose ne va pas dans cet endroit. Le bateau glisse facilement à la surface de l'eau et nous nous arrêtons au milieu du lac. Ben sortit son matériel de pêche et me proposa de lancer une ligne. J'ai accepté, même si je n'ai jamais été particulièrement intéressé par la pêche. J'étais plus attiré par l'atmosphère, le silence, le calme, le sentiment que nous étions seuls. Mais ce sentiment changeait au fil des minutes. Le lac semblait se rétrécir autour de nous, faisant battre nos cœurs plus vite.
Le premier signe étrange est apparu de manière inattendue. Quelque chose sous l'eau pousse violemment le bateau, le faisant osciller. Probablement un accrochage, dit Ben sans même quitter la canne des yeux. Mais j'étais déjà sur le qui-vive. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que la surface de l'eau restait parfaitement lisse, sans trace de vagues ou de courant. C'était inhabituel. J'ai redemandé à Ben s'il y avait de forts courants ici. Il m'a répondu brièvement « Non, non, quelque chose a de nouveau poussé le bateau. Cette fois, c'était plus fort. J'ai failli perdre l'équilibre et tomber par-dessus bord. J'ai crié « Ben, ce n'est pas un accro. » Il a simplement haussé les épaules, mais son visage était tendu. Je l'ai vu serrer la pagaie plus fort, comme s'il se préparait à quelque chose. Nous avons décidé de rester là où nous étions, même si l'eau m'angoissait de plus en plus. J'avais l'impression que quelqu'un nous observait. Ben a finalement abandonné et a proposé de retourner plus près du rivage. J'ai accepté avec plaisir. Lorsque le moteur du bateau a démarré, j'ai vu une égratignure sur son flanc. Une égratignure fraîche et profonde qui ne pouvait pas être apparue par hasard. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais je n'ai rien dit. Ce n'était plus une promenade ordinaire. Alors que le bateau se rapprochait lentement du rivage, je me suis senti soulagé. Mais cela n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques minutes, le moteur s'est arrêté. Merde, marmonne Ben en ouvrant le capot du moteur. Il s'est penché, essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'eau autour du bateau est restée étrangement calme. Pas une seule vague, pas un seul bruit, rien que le silence. J'ai senti quelque chose s'accrocher à ma botte. En tremblant, j'ai regardé vers le bas. Il était impossible de voir dans l'eau, qui était claire il y a quelques heures. Elle était sombre, presque noire, et sa surface semblait absorber toute la lumière. Ben, il faut faire quelque chose, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, regardant ses outils avec confusion. C'est alors que je l'ai vu. De petites bulles remontaient à la surface, à quelques mètres du bateau. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de l'air du moteur, mais lorsqu'elles se sont répétées une deuxième et une troisième fois, j'ai compris qu'il s'agissait d'autre chose. Quelque chose bougeait sous nos pieds. Quelque chose de gros. Nous pouvons pagayer jusqu'au rivage, a dit Ben, en essayant de garder sa voix calme. J'ai acquiescé et j'ai attrapé la rame. Mais dès que je l'ai plongé dans l'eau, le bateau s'est mis à tanguer. Cette fois-ci, il s'est mis à tanguer si fort que je suis tombé au fond de l'eau. Ce n'est pas normal, ai-je crié. Ben n'a rien dit. Il fixait l'eau sombre, les yeux grands ouverts et le visage d'une pâleur mortelle. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je chuchoté. Mais il s'est contenté de pointer silencieusement son doigt dans l'eau. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu... Non, c'était impossible. Il y avait quelque chose comme un visage dans les profondeurs. Il était grand, déformé, avec des yeux vides qui me regardaient droit dans les yeux. J'ai crié et je me suis éloigné du bord du bateau. Est-ce que c'est une blague? C'est une sorte de poisson? Ai-je demandé. Mais ma voix était tremblante, Ben n'a pas répondu. Il était resté immobile, comme pétrifié. Ses yeux étaient toujours fixés sur l'eau. Soudain, le bateau a été secoué. Cette fois, le mouvement était si fort qu'il a failli se renverser. Nous sommes tombés à genoux, agrippés aux parois. Ben a crié « Rame, Sarah, il faut avancer !» Sa voix était pleine de panique et m'a fait réagir. J'ai attrapé la rame et j'ai commencé à ramer aussi fort que possible. Ben a fait de même. Mais le bateau n'avançait pas. Quelque chose le retenait. La pression devenait palpable, comme si quelque chose nous tirait lentement vers l'intérieur. Je sentais le froid s'insinuer dans mes bottes, même si l'eau ne les avait pas encore touchées. Ce n'était pas un froid ordinaire, il était perçant, presque irréel. Quelque chose a heurté le fond du bateau, s'exclame Ben en se penchant pour regarder. Non, ai-je murmuré. Quoi que ce soit, cela ne ressemblait pas à un morceau de bois ou à du bois flotté. C'était une ombre massive qui semblait enrouler ses longs membres autour du bateau. Nous avons tous les deux commencé à crier, à essayer de ramer plus fort, mais rien n'y faisait. J'ai remarqué que l'eau commençait à s'infiltrer par les fissures de la coque. Le bateau coulait lentement. Nous étions pris au piège. Ben, qu'est-ce qu'il y a? J'ai crié, les larmes aux yeux. Il m'a répondu en criant, je ne sais pas. Mais il avait l'air d'un homme qui en savait beaucoup plus que ce qu'il disait. Ses yeux me regardaient, mais je voyais que son esprit était déjà ailleurs, dans un endroit d'où l'on ne revient pas. Le bateau s'est soudain soulevé de quelques centimètres, puis s'est brusquement incliné. Je suis tombé dans l'eau. Le froid m'a frappé comme un mur. L'eau était glacée et a instantanément comprimé mes poumons, me faisant suffoquer. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose qui pourrait me retenir, mais il n'y avait que l'obscurité autour de moi. Je sentais qu'on me tirait vers le bas. Mes mains bougeaient, frénétiquement à la recherche d'un appui, mais il n'y avait rien. Le bateau, la surface, tout a disparu. À ce moment-là, je l'ai vu. Il y avait un mouvement sous l'eau, dans les profondeurs. Ce n'était pas un poisson, ni un morceau de bois. C'était quelque chose de vivant. Les ombres qui tournaient autour de moi sont devenues plus claires. L'une d'entre elles s'est approchée et j'ai vu de longs doigts, presque humains, essayer d'attraper ma jambe. Je luttais désespérément, mais mon corps était trop épuisé. Chaque mouvement me faisait souffrir et l'oxygène de mes poumons s'épuisait rapidement. C'est alors que j'ai vu Ben. Il n'était pas loin, son corps dérivant lentement dans l'obscurité. J'ai crié sous l'eau, espérant qu'il m'entendrait, mais ses yeux étaient ouverts et vides. Il n'a pas bougé.
C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais seul, que cet endroit ne me laisserait pas en vie. J'ai senti une forte poussée. Quelque chose m'a poussé vers le haut, plus près de la surface. Je me suis mis à caresser de toutes mes forces, et soudain ma bouche a franchi la pellicule froide de l'eau. J'ai inhalé l'air, l'avalant avec autant d'avidité que si c'était la dernière fois. Le bateau était derrière moi, je ne voyais pas Ben. Il n'y avait que l'obscurité et la faible lueur de la lune à la surface de l'eau. Quoi qu'il en soit, il m'a laissé partir. Mais je savais que ce n'était pas pour longtemps. J'ai nagé jusqu'au rivage. Chaque mouvement était difficile. L'eau semblait s'accrocher à moi, essayant de m'arrêter. Il me semblait que le rivage était trop loin, mais je ne m'arrêtais pas. Lorsque j'ai atteint la terre ferme, je me suis laissé tomber sur l'herbe, complètement épuisé. Je me suis retourné vers le lac et j'ai vu que sa surface était redevenue lisse et calme, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que c'était un mensonge. Quoi que ce soit, cela attendait, et elle attendrait que quelqu'un d'autre soit assez proche. Si vous avez aimé cette histoire, je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer ma dernière vidéo sur les villages mystérieux et les événements effrayants dans le froid et l'immensité de l'Alaska. Il existe de nombreux autres endroits dans ce monde où le silence cache la peur et vous devez absolument les voir. Cliquez sur la vidéo à côté et plongez dans une nouvelle atmosphère d'horreur. Mais n'oubliez pas, ne regardez pas en arrière.